Je crois que ça serait bien que la salle puisse parler. Est-ce que vous avez des questions à poser? Parce que beaucoup de questions soulevées sur les droits de l'enfant, sur l'insémination post-mortem, sur les limites de l'âge de la procréation chez la femme, chez l'homme. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai une question sur la levée d'anonymat. Vous pouvez juste vous présenter, s'il vous plaît. Merci. Je travaille en centre d'hémophilie, donc je suis plutôt pour le diagnostic pré-implantation. J'ai des interrogations sur la levée d'anonymat qui a été évoquée à plusieurs reprises. Je crois que j'étais pas là ce matin, je ne sais pas si ça a été évoqué, mais je suis toujours surprise. Est-ce que les donneurs savent qu'on pourra lever l'anonymat? C'est quand même une sacrée responsabilité de donner en pensant qu'on ne sera jamais reconnu, puis d'être reconnu au bout de 25 ans. Non, quand là, on est sur j'évoque un certain nombre de perspectives, de possibilités. Vous savez qu'aujourd'hui, il doit y avoir une révision de la législation et que la levée de l'anonymat fait partie des interrogations en termes d'ouverture possible, de même que les autres demandes. Donc on est toujours dans le prospectif et dans l'interrogation. Et aujourd'hui, tous les donneurs savent que la levée de l'anonymat est impossible. Oui, ça ressemble un peu aux femmes qui ont accouché sous X en leur disant que ça serait toujours anonyme, puis qui maintenant sont retrouvées par leur enfant. Exactement. Donc, alors ça, c'est... Je suis du d'accord. dossier médical, etc. Non, la question qui se pose dans la situation actuelle, c'est effectivement celle de nombreux donneurs qui nous disent « Mais est-ce que vous êtes certain que ça ne pourra pas être rétroactif ?» Bon, alors on essaye de le rassurer là-dessus parce qu'on a quand même un engagement qui est pris envers eux. On ne voit pas comment on pourrait, à l'encontre de leurs décisions, tout au plus pourrait-on les réinterroger, je dirais, après éventuellement une modification de la législation pour savoir s'ils restent toujours dans la même situation. Mais je ne vois pas comment cela pourrait se faire contre leur avis. Moi, je vais dans le même sens, être extrêmement prudent, parce que dans l'histoire des accouchements sous X, le fait de relancer 20, 30 ans après, de reposer la question, ça suffit pour perturber largement. Hein. D'accord. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il faut plutôt que vous ayez une allumette de prête et tout brûler. Pour respecter vos secrets. Mais sinon, je dirais, voilà. Non, et c'est vrai que dans le climat actuel où cette question est régulièrement abordée, d'abord, nous savons que nous perdons actuellement des donneurs. Nous n'arrivons pas à réassurer, je dirais, sur cette garantie de maintien de la vie de l'anonymat. Et tous nous posent la question au moment des entretiens. Est-ce que vous êtes sûr que... Bon, alors nous, on les garantit. Je pense qu'on arrivera à tenir ça, mais c'est vrai que c'est une responsabilité. Enfin, quand même. Pour les couples aussi, parce qu'il y a pour les donneurs... Pour les couples, ce qu'on sait aujourd'hui, oui, c'est... On les entend qui nous demandent, on veut bien faire demander un don de sperme, mais est-ce qu'on est sûr qu'un jour, l'enfant ne pourra pas rechercher cet homme-là? Donc Ils sont dans le même questionnement, si ce n'est que quand même, alors eux peuvent, je dirais, utiliser différemment les possibilités d'ouverture. Ce qui va se passer effectivement, c'est que s'il y a une ouverture sur la levée de l'anonymat, il va y avoir beaucoup moins d'informations des enfants. Et ça, c'est ce qui se passe dans les pays étrangers. Et nous, on le sait, alors qu'on incite aujourd'hui, nous, plutôt à informer ces enfants très très tôt de la façon dont ils ont été conçus, parce que justement, il y a la protection de l'anonymat. On travaille cette question dans les causes pour la expliquer. Et il est probable que si la législation passait, peut-être pour ne pas prendre le risque de se voir confrontés à cette situation, ils seraient tentés d'essayer de garder le secret un peu plus. Bon. Et ça, c'est des spéculations. Jean-Marie, moi je voudrais poser une question par rapport à l'anonymat, sur le fait que si on veut respecter toutes les demandes, il y a la demande de protection du donneur, il y a la demande des enfants dont certains voudraient connaître leurs origines, et il y a la situation du couple. Alors, est-ce que l'idée de penser qu'on pourra avoir deux façons différentes? Il y a les couples qui d'emblée acceptent le fait qu'il y a la levée de l'anonymat. Et donc, je dirais, ils connaissent le donneur, et donc si l'enfant demande ou eux-mêmes l'incitent, le lien se fait, il n'y a pas d'obstacle. Donc c'est un choix d'entrée, en un mot, si vous avez le choix, d'une situation où l'anonymat peut être levé. Ce qui pourrait correspondre, je ne sais pas d'ailleurs, est-ce que vous avez fait une enquête, combien de pourcentage de couples
aujourd'hui, en tout cas ça peut évoluer dans le temps, ça serait intéressant, accepte ça. Mettons-nous maintenant dans la situation où le couple, au moment à l'instant T, souhaite l'anonymat, où le donneur, à l'instant T, souhaite l'anonymat. Mais que 20 ans plus tard, l'enfant qui apprend donc, bien que anonyme et tout ça, apprend d'une façon ou d'une autre cette histoire, recherche le donneur. Si on fait référence, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'histoire sous X, on pourrait envisager que si, à ce moment-là, il y a une demande d'un enfant, il y a un organisme qui reçoit la demande d'un enfant 20 ans plus tard, qui dit « je voudrais connaître », et que le donneur, de son côté, spontanément, lève son anonymat, à ce moment-là, sans les avoir réveillés, on pourrait les remettre en contact. Non, la difficulté, c'est effectivement la prise de décision à un moment donné de chacun des deux acteurs dans un choix ou dans un autre. Et c'est aussi au niveau du médecin de l'appariement, si je puis dire, du donneur que tu attribues à tel ou tel couple. Donc, alors on pourrait imaginer effectivement qu'il y ait deux situations, qu'on ait des donneurs, comme tu le dis, qui acceptent l'anonymat, qu'on ait des couples qui souhaitent éventuellement bénéficier d'un donneur qui accepte l'anonymat, et dans l'autre sens. Sauf qu'aujourd'hui, nous, on a fait effectivement une enquête dans les sécos, un peu plus de 60% d'entre eux qui disent, s'il y a levé l'anonymat, nous on ne donne plus. Donc de fait, on voit que sur un concept, si je puis dire, assez théorique de la transparence sur la question des origines, les comportements humains ne suivent pas aujourd'hui. Et c'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs dans les pays étrangers, où, notamment en Suède, il y a eu bien sûr une chute rapide des donneurs, et même des couples qui, pour continuer à procréer de cette façon, sont allés effectivement dans des pays voisinants, notamment au Danemark, où là ils maintiennent l'anonymat, avec des banques privées qui interviennent. Et aujourd'hui, alors qu'en Suède, depuis 1985, il y a une loi qui permet à des enfants, s'ils le souhaitent, de demander une levée de l'anonymat, on n'a aucune référence dans la littérature d'une telle demande. Donc on voit bien que, alors qu'ils sont allés vers le principe de la transparence, on a le sentiment que la pratique est devenue encore plus opaque. Donc, parce que les comportements humains n'ont pas suivi. Donc moi je voudrais qu'alors que si, puisqu'on relance la question sur l'anonymat aujourd'hui, ce n'était pas le but, mais peu importe, qu'on aille jusqu'au bout entre nous, d'autant que c'est la question la plus médiatisée aujourd'hui, moi je crois qu'il faut vraiment qu'on intègre le pourquoi, le comment de l'anonymat. Parce que, effectivement, il est très souvent avancé comme étant un droit des enfants à connaître leurs origines. Or, nous sommes là en train, justement, d'imaginer des concepts de procréation en nous affranchissant de repères naturels. Mais je crois que si on veut concevoir de nouvelles façons de procréer, il ne faut plus prendre les mêmes repères de départ dans ce contexte-là. Il faut changer les repères. Il faut accepter de dire, est-ce que le fait de procréer avec un don de gamètes, effectivement, c'est pas, comme nous le témoignent la plupart des donneurs et des couples demandeurs, c'est dans l'idée de transmettre d'une autre façon, et pas simplement de transmettre par le biais du génétique. C'est transmettre à travers le désir d'un enfant, et puis la transmission de valeurs, de partage et autres. Alors, donc ça, c'est le concept de ceux qui sont à l'origine du contrat, c'est-à-dire des donneurs et des couples demandeurs. Se poserait effectivement ensuite la question de l'interprétation des enfants qui, 20 ans après, pourraient remettre en question cette interprétation en disant « mais moi, de quel droit on m'empêche ?» Mais si on a validé au niveau, je dirais, de la société une telle façon de procréer, il faudra, à mon sens, que la société réaffirme à ce moment-là le concept de départ de l'engagement à la fois des donneurs et des couples pour dire « mais non, la référence aux origines, ce n'est pas la confrontation avec le donneur, c'est effectivement une autre histoire, celle d'une histoire d'une aventure humaine à travers la révélation de la fertilité chez un homme et une femme et lequel accède à une autre façon de procréer. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit logique. Et si on dit ce sont vraiment les liens du sang, à l'inverse, si on dit ce sont les liens des sangs qui sont intransgressables, quel que soit le mode de concevoir, quel que soit le mode de procréation possible, il faut maintenir cette traçabilité au plan du génétique, alors il faut accepter que d'emblée, les gens se choisissent
je dirais, à travers un donneur possible, d'emblée, au moment de la procréation. Ils viennent vers nous en disant « je veux concevoir avec un tel ou un tel », avec un engagement réciproque et mutuel. Je crois qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout du processus. On ne peut pas rester sur cette situation intermédiaire, je dirais, qui n'a pas grand sens, et en tout cas qui ne valide pas l'ensemble des acteurs. Enfin, avant les lois de bioéthique, les premières lois de bioéthique en 1994, il y avait du don d'ovocytes non anonyme. Et ça fonctionnait. Donc, alors ça fonctionnait. Alors non, attends, si ça fonctionne, je sais que vous avez pratiqué ainsi. Sauf qu'à cette époque-là, c'était la seule façon de fonctionner, effectivement, parce que c'est la seule façon de trouver une donneuse. Et que moi, aujourd'hui, j'ai plein de couples qui viennent en don d'ovocytes qui me disent « mais je ne veux surtout pas d'un don direct ». Et j'ai même des patientes qui ont eu un don direct qui m'ont dit « mais plus jamais on fera ça ». Parce que maintenant, c'est infernal. Sur le plan de la relation avec la donneuse, on n'arrive plus à gérer. Donc on voit bien que spontanément, quand même, je veux bien qu'il y ait quelques personnes qui, aujourd'hui, seraient encore, je dirais, dans cette acceptation-là et dans cette possibilité-là, mais je ne pense pas que ce soit, je dirais, l'ensemble. Loin de là. Et je pense que c'est plutôt compliqué de gérer ce genre de gestion. Non, c'est sûrement compliqué, mais je ne vois pas pourquoi on mettrait comme référence ce que tu dis, absolument. C'est-à-dire pourquoi l'anonymat comme référence. Non, mais où on part, je dirais, sur le repère indéfectible du génétique, de la traçabilité, et à ce moment-là, on accepte effectivement que d'emblée, je dirais, des gens acceptent de concevoir avec la référence du donneur. Mais ce n'est pas le médecin qui intervient là-dedans. On n'a rien à faire, nous, là-dedans. On n'a pas à être instrumentalisé dans ce choix-là, dans cette solution-là. Ou alors, on valide, effectivement, une autre façon, effectivement, de concevoir la famille aujourd'hui, et à charge de la société de faire respecter, je dirais, ces repères-là et de les expliciter ensuite aux enfants qui seront ainsi conçus. Parce que la question du débat aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques enfants, effectivement, qui sont demandeurs, mais tu sais très bien qu'ils sont très peu nombreux. Mais néanmoins, ils se mobilisent beaucoup parce que c'est sur un concept qui est celui de la transparence. Donc, et en plus, on est à l'époque des tests génétiques. Donc, ça fait mouche à tous les coups. Mais au plan humain, je suis désolé, ça a un autre sens. Le point de départ, il ne s'est pas situé à ce niveau-là. Donc, voilà. Donc, je pense que ou on part dans un sens ou on part dans l'autre, mais je ne vois pas pourquoi on resterait sur une situation intermédiaire où chacun, a posteriori, pourrait dire ben moi, la référence des origines, c'est l'honneur, moi, ça ne l'est pas, et de fait, mettrait tout le monde dans une espèce d'ambiguïté difficile, y compris à gérer pour les enfants. Hein, parce que... Et de fait, c'est vrai qu'il y a une situation, là, on le sait, on connaît l'histoire d'un certain nombre d'enfants qui aujourd'hui invoquent l'anonymat, c'est que chaque fois qu'il y a disparition de l'homme, ou chaque fois que l'homme, je dirais, qui a été acteur de ce projet, n'a pas assumé sa paternité, il y a effectivement une incitation à la levée de l'anonymat. Mais que peut donner cette confrontation par rapport au donneur ? Le donneur nous dit, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse là, moi ? Je ne suis pas dans cette histoire-là. Et j'ai une femme, j'ai des enfants, mais vous imaginez quel rôle je peux jouer ? Et à la limite, s'il y a disparition de l'homme, il va y avoir naturellement une tendance à vouloir créer un lien. Comment on va pouvoir gérer ça ? Il y avait une question. Plusieurs remarques à ce que tu disais. D'abord je te trouve téméraire de dire que si la loi change, elle ne sera pas rétroactive, elle sera nécessairement rétroactive. Ça, c'est les juristes. Voilà. Mais René a raison, il a l'expérience. Oui, parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour l'accouchement sous X. On est dans ce qu'on appelle une situation légale, donc la loi s'applique immédiatement. Ce sera très compliqué d'éviter qu'elle s'applique aux situations qui sont en cours, c'est-à-dire des situations qui sont gérées, qui sont d'ordre public. Et c'est bien pour ça que pour le cas des femmes qui avaient accouché sous X, le législateur a bien pris soin de ne pas faire figurer des dispositions transitoires. Normalement, dans une loi, il y a toujours des dispositions transitoires. Évidemment, c'était quelque chose de délicat, il n'y en a pas, c'est fait exprès, et la loi donc a pu très facilement s'appliquer de manière rétroactive avec cette barrière de, quand même, qui est une barrière sans en être une, de devoir quand même reconsulter la femme une fois qu'on a trouvé, parce que les moyens du CNAOP sont quand même tellement puissants et importants pour la retrouver, on doit quand même lui demander son avis. Donc, c'est la seule barrière qui reste. Ensuite, je voulais te demander, qu'est-ce que tu pensais ? Tu dis on ne peut pas rester dans un système intermédiaire entre deux logiques. Et pourtant, la loi belge, qui est une des dernières en date, a adopté ce système. Qu'est-ce que tu en penses ? Puisque tu as soit la possibilité de choisir ton donneur, de venir avec. Alors justement, il n'y a pas d'information. Je pense que c'est une voie un peu de garage qu'a
finalement expérimenter le législateur belge sans que je sache vraiment si ça se passe bien. Et donc il y a deux choix, soit tu viens avec ton donneur, donc on a un système complètement conventionnel, où le médecin est juste un prestataire de service, là. Ou Oui. alors tu as recours à quelque chose comme Mexico, c'est tu acceptes les règles de l'anonymat et de la gratuité, etc. Voilà. Et puis, aussi réponse à M. Friedman, je pense que on devrait, puisque c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de données à partir de la Suède et que c'est quand même un cas qui nous interroge beaucoup, cette loi qui existe depuis plus de 20 ans et aucun enfant qui soit venu demander des comptes, ou en tout cas qui soit venu rechercher ses origines, on pourrait peut-être regarder maintenant ce qui se passe en Angleterre, puisque alors eux ils sont revenus sur l'anonymat et ils ont deux systèmes. Alors ils ont effectivement absolument évité la rétroactivité, je ne sais pas s'ils y arrivent, mais ils ont permis qu'il y ait un système de lieux de rencontre qui se passe par Internet, où les donneurs, justement, qui voudraient lever l'anonymat, qui seraient d'accord quelques années plus tard pour le faire, puissent comme ça être dans un registre accessible par les enfants qui les rechercheraient. Donc ça se passerait sur une base complètement volontaire. Est-ce que, enfin, j'ai pas d'informations, est-ce que ça se passe bien et est-ce que tu as des éléments là-dessus? Non, sur l'Angleterre, on a des bruits tout à fait différents. Mais ils sont en train de mettre en place un système, donc on n'a pas vraiment. L'Angleterre, c'est pas très vieux, c'est 2004. Oui, après, il y a eu le décret C'est bon, alors donc c'est très récent. Donc pour l'instant, il y a des tas de choses qui sont en train de se mettre en place. On ne sait pas réellement ce que ça donne au sens de la pratique. On sait qu'il y a une chute des donneurs. Aujourd'hui, il y a des banques, effectivement, oui, il y a des banques. Mais avec une remontée aussi. Voilà. Bon, mais une remontée très particulière, effectivement. Donc du fait de cette possibilité de lever l'anonymat, il y a des donneurs qui disent mais moi j'accepte que ça ne serve qu'à une seule conception, par exemple. Donc on voit que effectivement on va aller dans le sens peut-être de donner pour un tel ou pour telle famille. Mais moi ça me gêne pas ça. Je veux dire au moins on est clair. Mais ce qui te gêne, c'est l'idéologie. C'est le fait qu'on Mais reste, voilà, c'est de je dirais d'invoquer comme ça ce principe de la transparence de façon générale, alors qu'en fait les gens ne le vivent pas comme ça. Certes les enfants peuvent invoquer ça, mais les enfants ils invoquent aussi ce qu'ils entendent et ce qui se, je veux dire à un moment donné bon, voilà, il y a une réalité. Tu nais d'un homme et d'une femme dans un contexte et tu fais avec. Tu ne peux pas refaire une réinterprétation en fait de la situation a posteriori. Je veux dire, c'est donc voilà. Tu sais si... Non, la Belgique, moi, ça me gênerait pas. Je dirais, dans la mesure où nous, on peut être simple prestataire de service, c'est une vraie question dans ce domaine, effectivement. Est-ce qu'on peut être prestataire de service? Ce qui est important, c'est que je pense que les engagements de départ soient clairs et puissent être assumés au sens des responsabilités par les uns et les autres. Voilà. Et que le médecin, moi, ce qui me gêne, c'est je dirais, d'être, à la limite, d'être pris à partie en disant, vous organisez quelque chose qui n'est pas... Non, qui n'est pas sain. Mais je n'organise rien. On a essayé de faire ça avec des hommes et des femmes qui étaient acteurs de ces projets-là. On n'a rien imaginé nous-mêmes. C'est vrai que sur la prestataire de service, on pourrait dire que finalement, on fait tout ça pour éviter un rapport sexuel. Oui. On fait beaucoup de choses pour éviter qu'un pénis ne pénètre dans un vagin. Ça, c'est pour les homosexuels. Pas du tout. Pour tout le don de sperme. On évite une relation sexuelle en faisant une insémination. Donc il faut quand même aussi y réfléchir à notre époque, jusqu'où on va finalement pour préserver cette histoire-là. Alors, ok, il y a des couples qui n'ont pas du tout envie d'avoir une relation sexuelle parce qu'il y a quand même un engagement différent qu'un acte technique. On va quand même le penser toujours, heureusement. Mais ceci dit, moi je reviens quand même sur la double approche. Parce que je trouve que c'est dommage. Moi, j'apprends la situation d'Internet en Angleterre et la situation de Belgique, alors que ça fait longtemps que je pensais quand même qu'il fallait séparer l'étape de la conception de l'étape de la revendication, parce qu'il y a quand même 20 ans qui séparent, même si ça n'aboutit pas. Et je trouve qu'on devrait quand même mettre en place un petit groupe pour enquêter. On ne peut pas rester, même l'histoire de la Suède, c'est pas possible qu'on entende dans tous les débats éthiques, écoutez, ça fait 20 ans mais on n'a aucune donnée. Mais est-ce qu'on s'est déplacé? Est-ce qu'on a été voir? Non, mais je veux dire, ça sent époustouflant, quoi, quand même. On s'est déplacé, nous, Pierre y est allé au nom de l'agence de la biomédecine. Et donc, c'est le flou le plus complet, effectivement. Ouais. On a aucune Non, mais on a quand même, je ne veux pas revenir là-dessus, mais
Savoir combien, parce que c'est vrai que ça a baissé, mais ça a remonté, c'est pas les mêmes qui ont donné, c'est ce qu'on a dit, combien ils en sont exactement. Bon, enfin voilà. Et puis quand même les systèmes, là, enfin ça ouvre, enfin je crois qu'il faut continuer le débat, c'est ça que je veux dire, on va pas le résoudre ici. Et je pense qu'il faut quand même le continuer avec comme principe de ne pas brusquer. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a des gens, moi je l'avais vu effectivement au début sur le don d'ovocytes, nous faisions, finalement, les gens arrivaient quand c'était légal, enfin permis, pas interdit on va dire, ils venaient souvent avec une donneuse, et quand on explicitait la possibilité de faire le don croisé, donc de garder l'anonymat, 85% passaient à l'anonymat, 15% gardaient le nom d'anonymat. Et c'était des cultures très différentes pour faire bref. Les gens du Sud étaient plus pour garder la relation, et les gens plus du Nord étaient plus, bon, voilà, plus sur l'anonymat. On avait l'impression qu'il y avait un choix libre. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien voir, parce que dans un débat éthique, c'est que quand les patientes vont à l'étranger avec leur donneuse relationnelle, ça leur coûte moins cher, puisqu'elles amènent leur donneuse. D'accord ? Surtout si elle est relationnelle, si c'est la sœur, la cousine, tout ça. Et souvent le choix, il n'est pas forcément, je dirais, pour un choix éthique, mais c'est parce que ça coûte moins cher. Tu veux dire que là, la donneuse... si un couple vient avec une donneuse qui est la sœur, disons, en Belgique, pour parler clair, je veux dire, le coût... C'est un don direct, donc. Oui, un don direct, le don va être moins cher. Il n'y a pas que ça. D'accord ? Oui, mais là, on voit bien, on tombe... Non, il n'y a pas que ça, je dis simplement que ce n'est pas un véritable choix. C'est tout. Et qu'il y a des choses qui sont imposées dans les choix. Il y a une question. Allez-y, madame. Moi, je suis Marie-Thérèse Cornet, je suis en master 2 d'éthique ici. Et je me reposais une question, c'était par rapport à la transparence. Et je me disais, est-ce que ce souci de transparence ne participe pas à l'illusion que les familles ou la naissance d'enfants soit dans une transparence dans les familles? Ce que je voulais, ce qui me faisait penser à ça, c'était ce que vous aviez évoqué sur l'importance de cette présence paternelle et maternelle et dans une construction d'une histoire. Donc il y a une question de rencontre en effet de gamètes, et il y a cet accueil de l'enfant et cette construction qui s'élabore avec des réalités qui peuvent être identifiées et toute une part, j'allais dire, je vais pas jusqu'au secret, mais de non-dit, qui est quelque chose sur lequel chacun peut toujours s'interroger. Et là, je trouvais qu'il y avait une différence entre cet accompagnement, cette co-construction d'un couple et d'une famille, et cette nécessité ou cette illusion de la transparence qui me semble pas apporter, qui semble plus déséquilibrer les choses et être facteur d'anxiété que de facteur positif. Ce que je voulais dire. Et j'avais une deuxième question, enfin c'est une question, excusez-moi, je dis la seconde. Quand vous dites validation par la société, je me demandais si vous aviez imaginé, si vous pouviez avoir, c'était quels étaient les espaces qu'il fallait ou comment faire vivre ce réel débat de la société ou ce réel engagement d'une réflexion qui va au-delà de coups médiatiques ou de coups de cœur. Non, mais alors là, vous allez tout à fait dans mon sens sur les deux remarques, puisque moi, sur la première, je ne peux que vous accompagner, je dirais effectivement, sur quand même le mythe et l'illusion de la rencontre avec le donneur, sur ce que ça peut donner. Et encore, peut-être qu'effectivement, si les donneurs étaient... Mais c'est pas évident de pouvoir assumer ça. Peut-être qu'effectivement, s'ils rencontraient ces enfants, peut-être que ça donnerait rien et que ça suffirait. Mais la vraie question, c'est de pouvoir y aller, d'avoir envie de se confronter à cette situation-là. Alors qu'en fait, on n'est pas dans cet état d'esprit. Donc c'est ça. Donc après, et là, c'est bien parce qu'on est sur des donneurs, je dirais aujourd'hui, on fonctionne sur le plan de la solidarité, avec des donneurs bénévoles qui font un geste altruiste et qui participent, je dirais, de cet état d'esprit dans ce concept-là. Donc si cela ne donne plus, comme il est probable qu'ils le feront pour la majorité d'entre eux, après on est obligé de passer à un autre système. Et ça peut être, on peut réfléchir à ça aussi. Ça peut être un autre système, ou alors là,
il y a de la rémunération. C'est-à-dire qu'il y a une contractualisation donc, des engagements respectifs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Aux États-Unis, où pourtant il y a une libéralisation totale de cette pratique, où toutes les banques font du business, la majorité des banques jusqu'à maintenant pratiquaient le don anonyme. Néanmoins, avec cette question de l'anonymat, le fait que quelques personnes, effectivement, veulent pouvoir garantir une possible levée de l'anonymat, et le fait que peu de donneurs veuillent accepter, il y a des banques qui ont imaginé de payer plus cher les donneurs qui accepteraient une levée de l'anonymat, et de faire aussi payer plus cher ceux qui souhaiteraient un donneur acceptant le levée de l'anonymat. Donc vous voyez l'éthique à l'américaine de la surenchère par rapport à la demande, ce que j'évoquais en permanence. Donc je veux dire, on peut aussi accéder à ça. Je pense qu'on n'est pas quand même dans ce concept-là en France, et que, voilà. Et là, aux États-Unis, c'est vrai qu'on est sur la question de l'autonomie de chacun, et du fait que chacun assume ses choix, et aussi les conséquences. Ce n'est pas la société qui ensuite vient en aide à chacun. Donc... moi, j'avais aussi une question à te poser, Jean-Marie, puisque tu as bien fait le distinguo entre les femmes homosexuelles qui donc, actuellement n'ont pas accès à l'IAD, à l'insémination avec sperme de donneur. Et c'est vrai que quand on imagine un couple, donc femme-homme, mais avec un homme qui est un transgenre, qui était une femme avant, qui est devenu un homme, donc qui dans ce cas-là, effectivement, on a bien l'autorisation de pratiquer une IAD. Mais il y a quelque chose qui me gêne, parce qu'à la base, alors moi j'ai jamais reçu ces couples en consultation, mais vraiment c'est reconnu que pour un enfant, pour l'épanouissement de l'enfant, il faut qu'il y ait une différence de sexe, c'est vraiment nécessaire. Enfin, je veux dire, il y a une empreinte parentale. Non, mais moi, je ne veux pas... Je ne comprends pas la logique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si nous acceptons dans cette situation, et tu as raison que toi, tu peux pouvoir faire l'amalgame avec l'autre situation qui serait celle des femmes homosexuelles, c'est que nous sommes quand même dans une logique. C'est que nous sommes quand même dans une logique, je dirais, de fonctionnement au sens des repères. C'est-à-dire qu'on considère que cette femme qui veut se transformer en homme, toutes celles qu'on rencontre nous disent, mais en fait, moi, depuis ma plus tendre enfance, j'ai le sentiment que je ne suis pas dans le bon sexe, et donc c'est des galères pas possibles, et finalement, elles vont jusqu'à la transformation. Elles se transforment en homme, d'accord ? Elles vont jusqu'à la transformation, donc l'ablation de l'utérus, des ovaires, enfin, je veux dire, la mammectomie, c'est pas rien. Qu'ensuite, elles obtiennent, je dirais, un état civil avec... le fait qu'elles sont un homme, elles sont devenues un homme, et donc en plus elles rencontrent une femme et elles forment un couple. Donc je dirais sur l'ensemble des repères, si tu prends, on respecte en fait la donne, si ce n'est qu'on évalue effectivement sur le plan psychologique qu'est-ce que ça peut donner. Et bien sûr que on peut dire que c'est un peu expérimental, mais ils acceptent aujourd'hui quand même de nous revoir régulièrement, on a un suivi avec les enfants, et donc voilà. Mais on est quand même dans une logique par rapport à des repères principaux, qui est que la société les autorise aujourd'hui à une transformation et à obtenir un état civil différent. Oui. Donc, non, mais là-dessus, je suis tout à fait d'accord, mais est-ce que finalement, dans le couple homosexuel-femme qu'on peut rencontrer, il faudrait presque qu'il y ait une des deux femmes qui se sentent plus homme, qui aille jusqu'au bout pour pouvoir avoir accès à l'IAD? Non, mais je crois que là, nous, quand on les voit... quand on les voit... Non, mais attends. Mais oui, non. Ça, je comprends bien, mais est-ce que du coup, ça pousse pas... Ça peut pas pousser. Ouais. La situation n'est pas la même. Nous, il n'y a pas d'ambiguïté sur, je dirais, la référence. C'est un couple hétérosexuel pour nous. Ça devient un couple hétérosexuel. Dans la salle d'attente, les secrétaires n'y voient que du feu, si je puis dire. Parce que la transformation, dans ce sens-là, est parfaite. Et sur le plan je dirais, de l'interrogatoire... parce que imaginez qu'on cherche quand même à les pousser dans leur retranchement, parce que nous aussi, on est aussi déstabilisés par rapport quand même à cette situation-là. Et il y a des entretiens psychologiques et autres, ils sont vus au moins par deux personnes différentes. Et en plus, nous, quand on arrive, c'est à la fin du parcours pour faire l'enfant. Imaginez tout ce qu'ils ont vécu au préalable pour subir la transformation et tout ça. Donc voilà. Mais il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'il y en a un qui se dit homme et l'autre qui se dit femme.
Et dans voilà. les couples homosexuels femmes, c'est pas le cas. Et non, c'est pas. Et non, là, c'est pas. Voilà. C'est 2 femmes ou c'est 2 hommes. Mais il n'y en a pas une qui est plus homme que l'autre. C'est ça. Non, mais au niveau l'identité, carte d'identité, elle n'a jamais demandé Oui, mais c'était pas tant sur la carte d'identité. C'est pas à ça que je faisais référence. Mais bon. Non, mais si, je comprends. je conçois, parce que moi aussi, j'ai posé la question justement à des gens qui s'occupaient de cette question-là, comprends, hein, parce qu'on peut imaginer qu'il y a un des deux qui joue un peu plus un rôle pseudo-paternel. Voilà. Oui, voilà. Mais je crois qu'il faut abandonner ça. Il me semble que c'est pas de cet ordre-là quand même. Mais pourquoi rester dans le modèle du couple hétérosexuel? Vu que la société commence à mais c'est autre admettre chose. les couples homosexuels, Oui. vous êtes réactionnaire. Vous n'avez pas de... Moi, je suis pas réactionnaire. C'est quoi En restant dans La le loi de modèle Goethe. hétérosexuel. Mais j'ai posé, c'est bien. Et pour l'avenir de l'enfant, comme a dit Nelly, ça me trouble beaucoup plus de faire un enfant, un couple transsexuel, avec tout ce qu'il y a comme vécu pathologique derrière tout ça, qu'il y a un couple de femmes homosexuelles. Non, mais après, c'est le problème de la référence, effectivement, du fait qu'aujourd'hui, un couple, effectivement, c'est hétéro, c'est 2 références. Donc après, c'est à la société de décider. Je veux dire, non mais voilà, je crois que ce qui est important, c'est que face à ces demandes, la société puisse quand même valider c'est dans la mesure où c'est la société qui les prend en charge. Quelque part, par le fait qu'effectivement, aujourd'hui, ces couples, en France, on a une situation assez exceptionnelle, la prise en charge à 100% pour faire un bébé. Je veux dire, ils ne dépensent pas un centime. Nulle part ailleurs, ça existe pratiquement, ça. Donc, c'est quand même c'est la société qui participe financièrement, qui participe à travers, je dirais, les dons, des gamètes, des embryons, voilà, les médecins qui prennent... Bon. Donc, il faut aussi qu'elle puisse, a posteriori, valider et non pas les stigmatiser dans des situations particulières. Alors, une question. 2 questions et après on fait la pause. Sur cette situation précise par rapport aux exemples que vous évoquez, c'est qui est dans le cadre d'une première parentalité, un premier enfant pour ce couple. Ah, maintenant, maintenant, on en a qui ont plusieurs enfants. Oui, parce que la question, C'est ça l'histoire. si C'est ce que je me le demandais. transsexuel avait d'autres enfants Dans sa vie de avant, femme. donc en tant que femme, Ouais. et ensuite la notion de la représentation par rapport au nouvel enfant, là pour le coup elle est carrément Non. Ces situations-là, c'est dès la plus tendre enfance, des 3-4 ans. Ils commencent, voilà. Donc, mais sinon, il y a la situation qu'a évoquée Joannet ce matin. Vous voyez que celle-là, nous, on ne l'accepte pas. C'est quelqu'un qui veut se maintenir, en fait, dans les 2 possibilités. Elles peuvent très bien avoir un enfant dans leur sexe d'origine. Merci de me traduire. Voilà. Non, parce que, justement, je te dis que... Non, ils n'ont pas d'enfants, ceux-là, dans ces situations-là. Non. Mais la question pourrait être posée. Quelqu'un qui a été homme avant, a eu 2 enfants avec une femme, change de sexe, veut... Non, mais attention, parce que le transsexualisme, il y a plein de situations, effectivement. Nous, ce qu'on accepte là, c'est ceux qui, dès le début de leur existence, traduisent en permanence le fait qu'ils ne sont probablement pas dans le bon sexe. Non, voilà, donc il n'y a pas d'autre... voilà. Une autre question, Bertrand? D'un point de vue sociologique, une des choses c'est l'écart assez considérable qui existe entre la loi, les normes, les principes affichés et la réalité des pratiques. L'écart dans le tourisme ou l'exil reproductif, je ne sais pas comment il faut dire, est la manifestation la plus fragile. Il y a entre 30 000 et 300 000 enfants élevés dans les familles monoparentales en France, selon les estimations. La réalité doit être entre les deux. Et comment dire, qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en attriste, les homosexuels obtiendront un jour ou l'autre un accès à la distinction du cadre de la population. Donc on peut se poser la question, quel que soit l'opinion qu'on a sur le fond, on peut se poser la question de savoir si le phare qui a fait évoluer la législation sur ce point-là n'est pas tout aussi dangereux que les situations qu'on cherche à éviter, parce que ça induit une atmosphère de désobéissance civile, de rapport à la loi où les énergies des gens sont mobilisés pour contourner la loi, avec des effets d'inégalité et de stratification sociale considérables aussi. On se moque des États-Unis, et ce sont des gens qui ont de l'argent, qui peuvent partir à l'étranger dans des conditions. Donc je trouve que cet écart entre la loi et les pratiques est socialement tout aussi délétère
que les situations qu'on cherche à interroger. D'autant plus que, juste un mot là-dessus, mais la littérature, il y a beaucoup de publications là-dessus. La littérature tente à montrer qu'il n'y a pas une prévalence de troubles psychiques ou de comportementaux plus grands chez les enfants élevés dans les familles monoparentales. Les travaux les plus sérieux, je pense, c'est sur des petits échantillons. C'est très petits échantillons. Enfin, il y a quand même des travaux maintenant avec des suivis depuis longtemps, les travaux de Bock. Ouais. Et aussi sur des situations qui sont quand même reconnues comme étant pour l'instant un peu privilégiées, dans le fait que ceux qui accèdent aujourd'hui à cette possibilité-là, je dirais, sont effectivement les plus privilégiés sur un ensemble de choses, qui sont l'accès à l'information, qui sont les aspects financiers, voilà. Donc le fait, c'est de passer à un régime qui, je dirais, qui permettrait à tout le monde et qui puisse être reconnu. Moi, j'ai posé les questions, mais je pense que c'est pas à nous médecins, c'est sûrement pas à nous médecins de répondre à la question. On peut simplement peut-être éclairer le débat, mais... Bien. Merci beaucoup.